Si vous pensez avoir tout lu, tout vu et tout entendu sur Is Ernest, laissez-nous une chance d'essayer de vous prouver le contraire. Voici donc 15 faits et anecdotes méconnues sur Michael Jordan. Mais avant de commencer, avec notre agence de voyage Trip Double, on a lancé nos préinscriptions pour les voyages de la saison prochaine. Les places s'arrachent et si vous voulez être mis au courant du lancement des voyages avant la sortie publique, inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur le lien qui va s'afficher. Voici une petite vidéo qui vous donnera un aperçu de ce qu'on fait sur New York. Une dinguerie. Je viens de check les LeBron James. Les places sont top. Franchement, on peut pas espérer mieux. Ah, incroyable, le match était dingue, ça termine en prolongation, LeBron James en triple-double. Que demander de plus? Shooter un lancer franc Madison Square Garden. C'est un truc de dingue. Si tu viens pas, tu peux pas te rendre compte comme c'est top. C'est super. Et puis New York, c'est... Ça se passe bien ? Anecdote 1, Mike Tyson a failli lui casser la gueule. La rage de vaincre, les titres de champion, une naissance dans le même hôpital de Brooklyn à 3 années d'intervalle, le boxeur et MJ partagent pas mal de points communs, dont le fait d'être sorti avec la même actrice à la fin des années 80, Robin Givens. Tyson et elle se sont même mariés en 1988, avant de se séparer quelques mois plus tard. En pleine instance de divorce, notamment pour violence conjugale, Tyson s'est retrouvé invité à l'anniversaire de la légende de NFL Richard Dent dans un restaurant huppé de Chicago. Vous vous en doutez, MJ, qui avait lui brièvement fréquenté Givens en 1987, était aussi de la partie. Le dîner lancé, Tyson commence à enchaîner les Long Island Iced Teas. Sans surprise, il a l'alcool mauvais. Ses yeux se fixent sur Jordan, assis un peu plus loin en face de lui, et son sang ne fait qu'un tour. Rory Holloway, son manager, tente de détourner son attention. C'est peine perdue. Tyson se lève et commence à s'en prendre à MJ. « Eh mec, tu me prends pour un débile, je sais que t'as fuck my bitch !» Le promoteur Dunking essaie aussi de calmer le jeu, pendant que Dent et Mike Dickita, autres légendes de NFL, retiennent Tyson, en train de jurer devant tout le monde qu'il va botter le cul de la star des Bulls. Sidéré par le comportement de Tyson, Jordan prend lui la sage décision de vite se rhabiller et de partir. Dans un entretien avec GQ en 1989, il avait expliqué avoir coupé court à sa relation avec Givens au bout de quelques jours, car, et ce sont ses mots, elle ne sortait pas avec des hommes, elle sortait avec des industries en pleine croissance. Auteur de l'article, le journaliste David Breskin décrit MJ, 24 ans, comme un homme qui a peur des femmes et qui est toujours sur la défensive face à elle. Jordan lui confie d'ailleurs lui-même, et alors que ses premières fiançailles avec sa petite amie et future femme Juanita viennent d'être annulées, qu'à ce moment-là, il ne fait confiance à aucune femme hormis sa mère Dorothy. Ok. Anecdote numéro 2, il n'a été le joueur le mieux payé de la ligue que 2 fois en 15 saisons. Et oui, ça peut paraître fou au vu du salary cap actuel, mais dans les années 90, même quand on s'appelait Michael Jordan, on n'était pas payé plus de 4 millions de dollars la saison. Enfin ça, c'était jusqu'en 1997, année à partir de laquelle MJ est devenu pour la première fois de sa carrière et pendant les 2 années qui ont suivi, ces 2 dernières à Chicago, le joueur le mieux payé de la NBA, avec un salaire de 30 et 33 millions de dollars l'année en 97 et en 98. Pourquoi une telle attente? Parce qu'en 1988, il avait préféré jouer la sécurité, en signant un long contrat de 8 ans et 25 millions de dollars. La prolongation avait fait de lui le deuxième joueur le mieux payé de la ligue, derrière Patrick Ewing, mais arrivé la dernière année de son contrat en 1996, l'écart entre son salaire et celui de certains joueurs en était devenu ridicule. Avec ses 3,8 millions de dollars annuels, il était ainsi moins payé que Danny Ferry, Brad Daugherty, Danny Manning, AC Green ou encore Chris Webber. Et le pire, c'est qu'il n'en a jamais fait tout un fromage, considérant qu'il avait signé ce contrat et qu'il se devait donc de l'honorer. Il était également conscient que de toute façon personne n'était en mesure de le payer à sa juste valeur, comme il l'avait déclaré au Chicago Tribune en 1996 avant de décrocher les 30 millions. Bon, on ne va pas non plus le plaindre car il se rattrapait très bien sur les revenus hors terrain, estimés à 40 millions de dollars par an en 1996. Anecdote numéro 3, il a caché une conquête dans un placard pendant les Jeux Olympiques de 1984. Au village olympique, on le sait, les athlètes vivent tous ensemble, ce qui peut parfois mener à quelques belles rencontres. À Los Angeles en 1984, Jordan et Kim Gallagher, médaillés d'or sur le 800 mètres, ont vécu une petite aventure et ont failli se faire choper par le coach de Team USA Bob Knight.
Cette anecdote, c'est le journaliste sportif Curry Kirkpatrick qui la raconte dans un article pour Sports Illustrated publié en novembre 1987. Un soir pendant les jeux, Knight faisait sa ronde dans les chambres de ses joueurs pour s'assurer qu'ils respectent bien le couvre-feu imposé par l'équipe. Là-dessus, pas de problème, Jordan et ses roommates sont bien présents, mais Kim Gallagher est bien présente elle aussi. Les pas de Knight commencent à résonner dans les couloirs et avec l'aide de ses camarades de chambre, il dissimule la présence de la spécialiste du demi-fond en la cachant dans un placard. Opération réussie, Knight n'y a vu que du feu. Anecdote numéro 4, il a envisagé une fin de carrière en Europe. À la question « Envisageriez-vous un jour de jouer en Europe après avoir pris votre retraite en NBA ?» en 1992, Jordan répondait ceci. « Oui, j'y ai pensé, j'adorerais aller jouer en Europe pendant un an, je pourrais jouer une fois par semaine, ce serait un peu comme un voyage scolaire. » Ça ne s'est jamais fait, mais depuis des années, il est régulièrement aperçu en vacances sur le vieux continent. En mai dernier, il était d'ailleurs à Marbella, en Espagne. Et vous l'auriez vu dans quel club européen? Anecdote numéro 5, il ne sait pas nager. Sur le plateau du Rosie O'Donnell Show en 1997, MJ en rigole, en disant qu'en vacances, ses enfants ont pour consigne de ne pas nager trop profond car il ne pourra pas venir les sauver. En fait, les grandes étendues d'eau lui font peur, la faute à plusieurs accidents l'ayant traumatisé plus jeune. À 7-8 ans d'abord, il part s'amuser dans les vagues avec un copain, mais sera le seul à en ressortir. Ce jour-là, le courant est fort, et son ami, qui se retrouve emporté par le ressac, se noie. Il s'agrippe de toutes ses forces au jeune Mike qui se dégage juste à temps pour ne pas couler avec lui. Des années plus tard, Jordan expliquera qu'il a failli devoir lui casser la main pour se défaire de sa prise désespérée. À 11 ans, il frôle encore la noyade lors d'un camp de baseball, et le sort s'acharne lorsqu'à l'université, il perd sa petite amie qui, elle, s'est noyée pendant les vacances, chez elle. Quoi de plus compréhensible donc que de vouloir se tenir le plus éloigné de l'eau possible après tout ça. S'il doit monter sur un bateau, MJ porte toujours un gilet de sauvetage. Bon, sauf sur les yachts. Anecdote numéro 6, c'est un bon couturier. Et oui, soucieux de savoir se débrouiller pour les tâches de la vie courante, MJ révélait dans le numéro de mai 1992 de Playboy qu'il avait notamment appris à coudre. Je peux coudre des chemises, faire des vêtements, je pourrais faire un ourlet de pantalon là tout de suite, je peux aussi cuisiner et faire le ménage, tout ça. Est-ce que je le fais? Non, je n'ai pas envie, mais je pourrais si je devais. Comprenez, s'il n'était pas riche, mais tout cela lui servait tout de même lorsqu'il s'enfermait parfois seul chez lui, des jours entiers, pour échapper à tout le tintouin médiatique dont il faisait l'objet. Je me cache, je ne bouge pas de chez moi, il y a de nombreux jours où je n'ai envie de voir personne, je deviens méchant sinon. Donc je reste chez moi jusqu'à ce que je sois à nouveau d'humeur à traiter avec les gens. Anecdote numéro 7, son ex-femme l'a fait suivre par un détective privé pendant 4 ans. Pas dupe, Juanita Vanoy, mariée à Jordan pendant près de 17 ans, voulait rassembler des preuves concernant les infidélités de son mari avant de demander officiellement le divorce en 2005. Pendant ces 4 années d'enquête, Jordan aurait été vu avec au moins 6 femmes différentes, à divers endroits. Peu de temps après son mariage en 1989, il avait aussi entamé une relation extra-conjugale qui aurait duré 2 ans avec une certaine Carla Knaffel, qu'il a ensuite payé 250 000 $ pour garder le silence. On est loin du lycéen qui, comme il l'a expliqué en interview, en 92 ne savait approcher les filles que par des taquineries maladroites, qui ne décrochait aucun date et qui s'imaginait rester célibataire toute sa vie. Anecdote numéro 8, il a quitté un sponsor car il perdait ses cheveux. Jordan avait encore 2 ou 3 ans de contrat avec la marque de soins capillaires Johnson lorsqu'il a brutalement décidé de mettre fin à leur partenariat car il commençait à perdre ses cheveux. Honnête, il a aussi refusé de belles offres car il se voyait mal faire la promo de produits qu'il ne consommait pas lui-même, comme le Beanie Weenie de la marque Van Camp, une sorte de cassoulet en conserve pour lequel on lui avait proposé un contrat d'1 million de $ par an. Anecdote numéro 9, il a travaillé dans un hôtel. Enfin, il a essayé, car il n'a tenu qu'une semaine avant de démissionner. Alors que ses frères conduisaient des bus et que ses sœurs travaillaient chez McDo ou dans les boutiques du coin, Michael avait lui autre chose en tête. À 17 ans, faire du sport, que ce soit du basket, du foot américain ou du baseball, et lézarder le reste du temps, lui va très bien, peu importe si cela veut dire qu'il n'aura pas d'argent de poche pour se payer de nouvelles baskets, de nouveaux vêtements ou un nouveau vélo. Le sport, c'est la seule chose dans laquelle il a envie de s'investir. Ça exaspère un peu ses parents, et c'est sa mère qui lui décroche ce fameux job dans un hôtel en été. Ses missions consistaient à nettoyer les piscines, redonner un petit coup de peinture ici et là, changer les filtres des climatiseurs, ou passer le balai. Je n'y arrivais pas, des horaires réguliers comme ça, ce n'était simplement pas moi. Je me suis dit plus jamais, je deviendrais peut-être alcoolo avant, mais je n'aurais pas d'horaire comme ça, régulier, quotidiennement, de 9h à 17h. Ses frères et sœurs ont aussi travaillé dans la culture du tabac, là encore il a essayé. J'y suis allé une fois et je me suis juré de ne plus jamais recommencer, ça faisait trop mal au dos. Son père l'a même décrit comme l'enfant le plus paresseux de la famille. Il ne ment pas, il a essayé de me changer, mais ça n'a jamais fonctionné, il ne pouvait pas m'empêcher de faire du sport. MJ a surtout démontré par la suite que si on le laissait être et se développer dans son élément, son éthique de travail n'avait pas d'égal. Showman né, il récupérait aussi parfois $1 de la part de son grand-père en échange de son imitation de James Brown sur la chanson Get on the Good Foot. Malin, MJ, et déjà un très bon investisseur. Anecdote numéro 10. Il est dur, mais il a peur du dentiste. Howard White, vice-président de Jordan Brand chez Nike depuis 40 ans et lui-même drafté en NBA des années plus tôt, est un proche de MJ depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 1984. Il a été l'un de ses mentors. Charles Barkley a d'ailleurs dit de White qu'il avait été un babysitter pour lui et Jordan à leur début
début, en leur apprenant à chacun les ficelles du business. Le rapport avec le dentiste, ça vient, ne vous inquiétez pas. Dans une interview signée du spécialiste sneakers Nick DePaula, White raconte que peu de gens s'en souviennent, mais que Jordan s'était blessé au pied, et plus précisément à un orteil pendant les finales 1991 contre Los Angeles. La blessure était importante quand même, au point d'être cloué au lit, à l'hôtel, sans pouvoir marcher, mais aussi au point de devoir demander à White de lui commander des chaussures de running. On est dimanche, jour du Game 4, Chicago mène 2-1 et Jordan envisage de jouer avec le soir même. Le problème c'est que le maintien des chevilles dans les running trop légères est complètement inexistant. Alors il décide de découper le cuir de ses chaussures de basket pour libérer son orteil meurtri. Le pied n'est plus assez soutenu dans la chaussure, il se résout donc à enfiler une paire neuve, tant pis pour la douleur. White est épaté par son seuil de tolérance. Il a dit bon, ça va piquer un moment, ensuite il faudra bien que je m'y fasse. Il a un énorme seuil de tolérance à la douleur. C'est phénoménal, il a peut-être peur de s'asseoir sur la chaise du dentiste, mais sa tolérance à la douleur est phénoménale. Ce jour-là, MJ a joué 44 minutes pour 28 points à 11 sur 20, 5 rebonds et 13 passes dans une victoire de 15 points sur les Lakers qui finiront battus 4-1 au match suivant, après une dernière énorme perf du numéro 23. Et ouais, il avait scoré 30 points à 12 sur 23, pris 4 rebonds, livré 10 passes et volé 5 ballons en 48 minutes de jeu. Enfin, il pouvait profiter du titre de champion. Anecdote numéro 11. Son premier souvenir, se planter une hache dans le pied à 5 ans. On est en 1968. Imaginez un gamin de 5 ans en train de s'amuser à couper du bois avec une hache, torse nu et sans chaussures. Bien sûr, on lui a demandé d'arrêter, mais le petit Mike est incorrigible. Et bien sûr, ça s'est mal terminé. Il a loupé le bois et la hache s'est plantée dans son gros orteil, qui ne passe pas loin d'être arraché sur le coup à la place. Il crie de douleur, il y a du sang partout pendant qu'il sautille sur place avec son doigt de pied qui s'agite de bas en haut. Une voisine, connue dans le quartier pour gérer les urgences médicales, est appelée, mais dans la précipitation, elle confond le kérosène avec l'alcool et en verse sur le pauvre orteil. Le jeune Mike hurle encore plus. Finalement, on lui dit de rester sagement allongé dans son lit, en attendant le médecin. Sympa comme premier souvenir. Anecdote numéro 12, à l'école il avait l'habitude des punitions. Pour son premier jour de lycée, l'équivalent de la 3e en France, il a par exemple tout simplement décidé de quitter l'enceinte de son école. La même année, il s'embrouille avec un gamin qui s'amuse à effacer les lignes du terrain de baseball qu'il a été chargé de tracer. Ça dégénère à nouveau entre les deux en colle, d'où Jordan se fait virer. Sa mère est obligée de l'embarquer avec lui au boulot et il passe la journée à faire ses devoirs dans la voiture. Toujours la même année, il verse son soda sur la tête d'une fille qui avait répondu à sa provocation en le qualifiant de nègre. J'avais 15 ans, ça a été une année très difficile, j'étais vraiment en pleine rébellion. Je me considérais comme un raciste à l'époque. En gros, j'étais contre tous les blancs. J'étais bon à l'école, j'avais des A et des B en cours, mais des N et des U en comportement. À ce moment-là, il rêve de devenir joueur de baseball professionnel, mais ses chances d'y arriver sont minces et il le sait. Pour le basket, c'est la même chose, surtout qu'il ne fait encore qu'1m75. Pour atteindre l'université, il faudra donc le faire par les résultats scolaires. Sinon, il faudra aller chercher un job traditionnel. Ça, on l'a vu un peu plus tôt, il était prêt à tout pour l'éviter. Il s'est donc transformé progressivement en élève modèle avec un joli B+ moyen avant de quitter le lycée. Tout le monde à Wilmington s'attendait à ce que j'aille à North Carolina, que je reste assis sur le banc pendant 4 ans et que je revienne à Wilmington pour bosser dans une station essence du coin. Il est finalement resté 3 ans à l'université avant de passer pro, contre l'avis de sa mère, à qui il a promis dans la foulée qu'il compléterait son diplôme en géographie, ce qu'il a fait les étés suivants. Anecdote numéro 13, il a failli pleurer de colère en voyant son équipe jouer la loose. Lors de l'avant-dernier match de sa saison rookie, Jordan score 19 points lors du premier quart-temps, puis passe plus de temps qu'à l'accoutumée sur le banc. La raison derrière cette décision du coach Kevin Loughery, Chicago a l'occasion d'obtenir un match-up plus favorable en play-off en perdant la rencontre. Un concept évidemment inconcevable pour le numéro 23, furax comme jamais. Je suis là en train d'essayer de gagner et lui est en train de donner le match. Les fans ont commencé à siffler, ils savaient ce qu'il se passait, et on a perdu. J'étais tellement énervé, c'est là que j'ai découvert pour la première fois que le basket était un business. J'étais tellement énervé que les larmes me sont montées aux yeux. Anecdote numéro 14, il a fait don de l'intégralité de son dernier salaire NBA. Le 25 septembre 2001, soit 2 semaines après les attentats du 11 septembre ayant fait plus de 2900 morts, il annonçait son retour à la compétition, et son intention de reverser l'intégralité de son salaire, soit $1 million aux familles des victimes, via diverses associations et organismes. Anecdote numéro 15, la peur de l'erreur l'a hanté. Quand il ne rêvait pas de la meilleure manière de battre les prises à 3 des Pistons à la fin des années 80, oui, il en a vraiment rêvé, Jordan se retrouvait parfois réveillé au milieu de la nuit par des cauchemars bien spécifiques, qui illustrent parfaitement la pression qu'il pouvait subir et s'imposer. C'est toujours quelque chose que j'ai fait, j'ai braqué une banque, ou j'ai pris de la cocaïne, j'ai cédé à la pression de la drogue, de l'alcool, quelque chose de terrible qui détruirait les rêves ou l'idée que beaucoup de gens se font de moi. C'est mon plus gros cauchemar au quotidien, et si je fais une erreur, comment ça pourrait être perçu? Tout le monde pense que c'est facile d'être Michael Jordan, avec tout ce qu'il m'arrive de bien. Mais ce qui me fait le plus peur, ce sont les mauvaises choses, celles qui détruiraient l'image de Michael Jordan. C'est ma plus grande peur.
Anecdote numéro 16, il a aidé un coéquipier à se faire trader. Voyant son temps de jeu peu à peu diminuer au profit d'Horace Grant et Scottie Pippen, l'ancien ailier des Bulls Brad Sellers, 9ème choix de la draft en 1986, a demandé une faveur à MJ, qu'il dise de sa part à la direction qu'il ne pense pas que cela va fonctionner pour lui à Chicago. Jordan lui demande s'il est sûr de son choix, puis il accepte. Le lendemain, Sellers est en train de déjeuner dans un restaurant Olive Garden, quand le manager de ce dernier l'interrompt pour lui dire qu'il a Michael Jordan en ligne pour lui. La star des Bulls s'était débrouillée pour savoir où il était, afin de lui annoncer qu'il allait être transféré à Seattle le lendemain. Il lui souhaite bonne chance, puis raccroche. Sellers a vite regretté sa décision et n'a passé qu'une moitié de saison aux Sonics avant d'être envoyé à Minnesota. Free agent en 1991, il a ensuite rejoint les Pistons, juste au début de la dynastie des Bulls. Mauvais timing. Anecdote 17, la raison derrière ses costumes trop grands. Jordan s'habillait chez Birdie, une luxueuse marque italienne de vêtements. Au départ, il achetait là-bas uniquement du sportswear, sweat, t-shirt, polo. Il était déjà client depuis un moment, quand Rino Birdie, fils du propriétaire, demande à son père de prendre ses mesures, dans l'optique de lui créer un costume. Jordan est plutôt réticent à l'idée. Il a jusque-là toujours été déçu par ses costumes sur mesure, qu'il jugeait trop courts. Voilà pourquoi les Birdies ont pris les mêmes mesures que les vêtements qu'il avait l'habitude de porter, et les ont transposés sur un costume. Jordan a adoré. Les couturiers ont bien essayé de lui proposer un costume mieux taillé, plus ajusté, mais Jordan en revenait toujours au premier. Il voulait une veste bien longue pour ne pas avoir la sensation désagréable de devoir retrousser ses manches qu'il jugeait trop courtes, et un pantalon extra large pour camoufler ce qu'il estimait avoir à cacher, la grosseur de ses chaussures par rapport à la finesse de ses jambes. Anecdote 18, ces 3 points de suture récoltés en prison. Non, Jordan n'a jamais fait de prison, mais en 1982, il a visité celle de Raleigh, en tant que joueur NCAA, pour un organisme travaillant à la réinsertion. Pour ça, il a donné de sa personne, littéralement. Un spécialiste des arts martiaux nommé Mike Crane l'a poussé à jouer le cobaye pour un numéro réalisé devant les détenus. Jordan, allongé sur une planche de bois, Crane devait découper une pastèque, posée sur son ventre avec une épée de samouraï, le tout les yeux bandés. Jordan finit par se prêter au jeu, Crane lève sa lame au-dessus de sa tête, puis la baisse et tranche la pastèque, mais seulement partiellement. Ainsi, il recommence, mais cette fois il touche Jordan, qui ne voit lui qu'une chose au premier abord. Crane vient de déchirer un haut d'échauffement datant de son premier tournoi international, et auquel il tient fort. Ce n'est que dans la voiture qu'il constate réellement la blessure, pour laquelle il a tout de même reçu 3 points de suture à l'hôpital. Attention donc à ne pas confier son corps à n'importe qui. Bref, nous arrivons maintenant à la fin de nos anecdotes. Vous en connaissiez combien? Dites-nous sous la vidéo, ou écrivez juste 18 en commentaire, puisqu'il n'y avait pas 15 mais 18 anecdotes. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.